Une voix off, c'est quoi? C'est une voix qu'on entend, mais dont on ne voit pas le corps duquel elle sourd. Une voix au corps effacé, caché. Une voix sans corps. Mais ça n'existe pas, une voix sans corps. Ah si, ça existe. Non, ça n'existe pas. Si, ça existe. Mais non. Si, regarde dans les films, ou au théâtre. Ou lis l'histoire de la nymphe Écho, chez Ovide. Une voix sans corps, ça existe, je te dis. Non. Si! Dans la fiction, ok, ça existe dans la fiction si tu veux, une voix sans corps, mais la voix au présent, au réel, il lui faut bien un corps pour être produite. Justement, la voix off, ce n'est pas le présent ni le réel de l'image du film. Ce n'est pas la voix du corps du film, si l'on considère que l'image est le corps du film. La voix off, c'est la parole secrète qui se dégage des images. C'est le commentaire intime. C'est le fantôme de la pensée du film. C'est... Mais c'est nous, quoi. Oui, ici c'est nous. Mais donc tu vois bien, avec nous, il y a bien deux corps pour la dire, cette voix qui est enregistrée pour le film. Oui, mais ça, c'est notre petite cuisine interne. Ce qui compte, c'est le résultat. Quand le film est projeté, la voix off est bien une voix sans corps. Non, je n'arrive pas à admettre ça parce que la voix off porte forcément la trace du corps qui l'a produite, elle n'est pas désincarnée, elle ne parviendra aux oreilles de personne sinon. Ah, on ne se comprend pas. On n'a pas la même manière de considérer la réalité et la fiction. C'est possible, moi j'ai du mal à mélanger les deux et j'ai peu d'imagination. Moi, j'ai du mal à définir une frontière nette entre la réalité et la fiction. Tu dois avoir trop d'imagination. Dans la vie réelle, les voix sans corps n'existent vraiment pas pour toi? Non. Et les fantômes, alors? Et les souvenirs? Et la mémoire? Tu penses bien que je ne crois pas aux fantômes. Moi, j'y crois. Je sens leur présence. Je m'en doutais. Et tu mets sur le même plan souvenirs, mémoire et fantômes? Oui, Tu as vraiment beaucoup d'imagination. je te l'ai dit. Qu'est-ce que c'est un fantôme alors? Pour moi, les fantômes sont des êtres du passé, morts évidemment, et profondément nostalgiques. Leur nostalgie les fait rester parmi les vivants. Mais il n'y a pas que les morts qui sont maladivement nostalgiques. Oui, bien sûr. D'ailleurs, les fantômes aiment particulièrement rencontrer les vivants nostalgiques comme eux. Dans tous les cas, fiction, réalité, fantôme ou corps, la voix off est la voix de qui? Qui parle et à qui? La voix off a-t-elle besoin d'un interlocuteur? Désire-t-elle qu'on lui réponde? Chut! Écoute. Ici, entre les murs de ce château dans lequel nous sommes depuis ce matin, n'as-tu pas perçu la voix qui résonne dans la galerie? La voix qui chante au fond du puits? La voix qui chuchote dans la chambre du marquis? Non. Bon. Tu l'as perçu, toi? Oui? Évidemment. Je ne sais pas pourquoi je te pose la question. Moi, je n'ai pas assez d'imagination. Ce n'est pas qu'une question d'imagination. Mais on parle de quoi ou de qui, là? De phénomènes physiques explicables ou bien surnaturels? On est dans la réalité ou dans ton imagination? Partout à la fois, sans doute. Je ne sais pas s'il s'agit d'une chose ou d'une personne, cette voix sans corps qui sourd des grandes pièces inhabitées du château, des lourdes poutres de la charpente, des miroirs dorés, des couronnes de fleurs fanées, des mannequins costumés. Je ne sais pas, mais je l'entends et je la sens. Il n'y a pas que moi. D'autres aussi l'entendent ou la captent avec leurs pendules tourbillonnant ou leurs frissons dans le dos et le long des bras. Tu te racontes que tu l'entends. Elle me parle. Elle te parle. Ça me parle, tout ça, les présences invisibles. Tu aimes te raconter des histoires. Il y a eu des corps vivants dans ce château pendant des siècles. Des milliers de corps ont vécu à cet endroit. Des milliers de corps ont fait vivre le château sous toutes ses formes depuis le Moyen-Âge. Ont-ils tous complètement disparu? Et les corps liés aux objets présentés ici? Ne reste-t-il aucune trace de ces milliers de corps dans la matière du château aujourd'hui? Ne peut-on pas encore parler avec eux? Des corps fanés, en tout cas, il y en a plein. Dans les statues, les tableaux, les vieux vêtements que je vois là, autour de moi. Et puis des corps qui se fanent et flânent ici, dans chaque visiteur, il y en a aussi, c'est sûr. Tu vois, morts et vivants flânent allègrement dans ce château. Les vivants, oui, on les entend. Les visiteurs du château parlent, tous, rigolent, se mouchent. Où sommes-nous, précisément? Tu ne m'as encore rien expliqué. C'est quoi, tous ces objets? Nous sommes dans le château de Champlit. Nous sommes dans un musée départemental. Un château devenu musée départemental, belle révolution. Oui, d'autant qu'ici c'est un musée populaire créé pour le peuple au sens large. C'est quoi le sens large du peuple? Eh bien, c'est tout le monde. Le peuple, c'est toutes les personnes qui peuplent un territoire, un pays. D'accord, c'est large. Oui. Le château de Champlit est un lieu privilégié, majestueux,
acquis par le peuple, pour le peuple. C'est généreux. « 5 novembre 1825. C'est le 5 novembre 1825 Quoi? que le château devient populaire. Ah bon? Oui. Ce jour-là, le château est vendu à la ville de Champlit par les 3 héritiers du comte. Ah oui, les héritiers ne voulaient pas garder leur patrimoine? Non, Ils l'ont vendu combien? 51 000 francs. La ville de Champlit a acheté le château 51 000 francs. L'achat est présenté par le conseil municipal comme un hommage. Un hommage? Oui, un hommage du peuple chanitois aux anciennes familles propriétaires du château. Un hommage ou une revanche? S'il s'agit d'une revanche, alors elle est respectueuse comme un hommage. Ici, en 1825, le peuple souhaite officiellement s'inscrire dans l'aristocratique lignée des possesseurs du château de Champlit pour le faire perdurer. Et en tirer profit aussi. Oui, Le château extirpé de toute hérédité continue de faire vivre Champlit depuis presque 200 ans maintenant. pas de 14 juillet, pas de prise de la Bastille. Le peuple prend tranquillement possession du château, destiné à servir d'hôtel de ville, de logement aux curés et vicaires, à la justice de paix, aux écoles de jeunes filles et à l'habitation du grammairien, comme le dit le maire de l'époque. Bon, ce ne sont évidemment pas les paysannes, les paysans, les artisans, ni le monde ouvrier qui se voit loger dans ces murs. Il faudra attendre Albert et Félicie Desmarres. Mais le peuple est là, tout de même, partout. Revanche patiente, respectueuse et tenace. Mémoire, partage. La forteresse des seigneurs devient patrimoine commun utile et plaisant. Propriété privée, publique. Privé de quoi? Privée de rien, au contraire. Elle est en extension permanente depuis 200 ans. Elle est de plus en plus ouverte au peuple. Tu achètes ton droit d'entrée et le château est à toi. Tu visites, tu circules, tu regardes. Il suffit de franchir la grande porte en bois pour constater que le château est possédé. Tu joues sur les mots. J'aime bien ça, jouer sur les mots. Tu rajoutes de l'air aux mots avec ton souffle, ta sensibilité, ton imagination, et tu atteins les morts, tu les fais revivre. Dans un lieu comme le château de Champlit, c'est net. Le château est possédé. Le château, et tout ce qu'il contient d'objets, te possède autant que tu le possèdes. Ah bon? Le temps de ta visite, tu es en lui, il est en toi. Tu respires sa poussière, ses effluves de bois, de chanvre, ses moisissures. Il fait corps avec toi. Peut-être même t'observe-t-il. Évidemment, les personnes qui gardent les salles, les conservatrices, les caméras de surveillance, Il y a peut-être autre chose encore. Ah oui, tes fameuses présences. C'est un château possédé, c'est vrai. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai vu une femme dans la grotte artificielle en bas. Aucune visite n'est permise dans la grotte. Ça m'étonnerait que quelqu'un... Si, je t'assure. Une femme dansait pieds nus sous les voûtes humides. Tu ne l'as pas entendu? Elle aboyait, elle jappait, elle chantait, elle crachait. Tu n'as pas entendu? Mais non. Je n'ai pas voulu la déranger, je l'ai regardée depuis le seuil de la porte. Elle dansait à contre-jour. Ses longs cheveux détachés flottaient autour d'elle. Ses bras ondulaient comme des fumées d'encens. Chacun de ses mouvements, chacun de ses cris semblait secouer la stagnation du château, renouveler l'air autour des pierres couvertes de salpêtre. C'était une présence de quel type? C'était une femme. Oui, mais une vraie femme ou bien... Je t'ai dit que je ne croyais pas aux fantômes. Elle est encore là? Je ne sais pas, j'ai remonté l'escalier alors qu'elle chantait et vibrait encore. J'avais trop froid en bas, c'est tellement humide. Mais va voir si tu veux. Il n'y a plus personne dans la grotte. Elle est partie. Dommage, c'était une présence vivifiante. Les présences peuvent habiter un lieu sans le hanter, non? Habiter sans hanter, c'est envisageable. Si les morts comme les vivants se respectent, ça devrait pouvoir fonctionner. Oui, si on a envie de mélanger les mondes du visible et de l'invisible. Le musée rend visible un monde devenu invisible, justement. La mort, en somme.
Il réactive d'anciennes présences. La mort encore, quoi. Mais non, Bah si. non, c'est surtout la vie. C'est tout le paradoxe du musée. Je ne comprends pas. C'est chamanique? Tous les objets conservés, ici, ne sont pas que des objets. Ils sont aussi la trace d'une présence bien vivante avant aujourd'hui. C'est chamanique donc, montrer l'invisible, réactiver des morts. C'est scientifique, protocolaire et subventionné surtout, je te rassure. Le musée de Champlit lutte à sa manière contre la mort des objets, contre la mort des souvenirs liés à ces objets. C'est le lieu de l'hyper-nostalgie, quoi. On peut dire aussi que c'est une manière de garder vivante notre mémoire collective, pour continuer de savoir qui nous étions avant, d'où nous venons, de quoi nous héritons. C'est le passé tout-puissant. Et évidemment, il faut avoir envie de regarder ce qui était avant aujourd'hui, de réactiver un peu de vie passée, oui. C'est bien ce que je disais. Ce musée et ce château sont le lieu de l'hyper-nostalgie. C'est stagnant, c'est le salpêtre sur les vieilles pierres froides de la grotte. C'est un lieu idéal pour tes fantômes dépressifs, c'est sûr. Les personnes qui font vivre le musée essaient justement de ne pas tomber dans le panneau de la nostalgie. Il y a de quoi se sentir emmuré vivant ici. N'exagère pas. Mais j'exagère à peine. J'étouffe, moi. Le passé est trop présent ici, c'est la mort. Les chapeaux, les plaques de cheminée, les draps, les allumettes, les assiettes, les tabourets, les outils, les sabots, les bouteilles, les fioles, les crucifix, les lits, les cheveux tressés dans les cadres reliquaires, les jouets, l'orgue de barbarie. Tout cela est inanimé, mais pas mort. Au contraire, chaque objet est une trace de vie et porte la possibilité de son animation. C'est le paradoxe, c'est le double, le fantôme, le secret, tout ce que tu veux. Mais tout est dévoilé, révélé à un moment ou à un autre. C'est le travail du musée. Le récit devient alors formule magique. Il redonne vie aux objets exposés et aux humains qui leur sont liés. On a besoin de corps bien vivants pour faire vivre un musée. On a besoin de gardiennes et de gardiens. Ah, je sens que tu vas encore me parler de fantômes, là. Cela dépend à quel endroit de la frise chronologique tu te situes. Les gardiens des lieux d'aujourd'hui, je les ai rencontrés, ce ne sont pas des fantômes. Je peux te dire qu'ils ont du sang dans les veines, des yeux brillants, des sourires, des gestes souples, de la chaleur dans la chair, des pulsions, des idées. Ils les entretiennent, reprisent, recousent, nettoient, cirent, astiquent, réparent, bricolent, agencent, éclairent, pensent, imaginent, aspirent, balayent, créent, dépoussièrent, dépoussièrent, dépoussièrent. La poussière du temps qui passe. La poussière du passé qui obstrue le présent. La poussière de l'oubli trompeur. La poussière de l'architecture qui impose son immobilisme conservateur. La poussière des yeux usés. La poussière des institutions. La poussière apportée par les visiteurs. Et celle qui s'accumule quand le musée est trop vide. Mais il n'est jamais vide. Même la nuit. Il est habité. Traînent encore ça et là les présences. Si le temps n'est pas linéaire, alors on peut mélanger tous les gardiens, les anciens propriétaires comme les actuels travailleurs et travailleuses. Armel, Claude, Anne-Edme-Alexandre, Charlotte, François, Jérôme, Eudes, Caroline, Jean-Christophe, Morgane, Marguerite, Emmanuel, Hermance, Jean-François-Joseph, Agnès, Séverine, Raymond, Albert, Xavier, Rosalie, Eustachie, Bertrand, Flavie, Jean, Fanny, Aurélie, Clériadus, Félicie, Hugues, Ophélie, Guillaume, Catherine et tous les autres prénoms. Tous glissent à travers le grand escalier, éclairé par la lune et l'horloge de l'église. Tous se répandent dans les couloirs et les salles du château, l'animent et le veillent. Et ils refont le monde ensemble, c'est ça. Ou bien tu nous proposes un sabbat peut-être. Poussière, fantômes et nostalgie faisant la ronde et dansant dans la nuit. Quel programme pour le château! Non, je te parle juste d'un collectif qui se transmet la vie depuis des siècles sur un même lieu. Ah bon? Ton imagination faiblit. Ce n'est pas une histoire de nostalgie, mais de mémoire. C'est l'affirmation de la conscience collective d'un héritage, d'une transmission, d'une permanence humaine.
Chaque objet du musée réactive la présence des femmes et des hommes qui cultivaient leur nourriture, sculptaient le bois, aiguisaient les lames, pétrissaient le pain, cousaient les vêtements, tuaient le cochon, lavaient les morts, chantaient, soignaient, accouchaient les femmes, priaient la Sainte Vierge, interrogeaient le vent et les nuages, connaissaient intimement la terre. Les femmes et les hommes ne cessent d'expérimenter, de transmettre. Il nous faut recueillir ces savoirs et transmettre aussi, à notre tour. Sinon quoi? Toute l'expérience humaine d'adaptation disparaît? Tout ce travail pour rien? En somme, ce musée est une leçon de choses sur l'humain, sur le peuple, Si tu veux, oui. sur la permanence de la vie humaine. C'est une affirmation adressée à nous, les présences d'aujourd'hui, de la force de vivre. Le château de Champlit est bel et bien possédé. Il est possédé par la vie. Et il est nécessaire d'entretenir cette possession. Il est nécessaire d'entretenir toutes nos présences, passées et actuelles. C'est vrai, pour toi, le temps n'est pas linéaire. Hier, aujourd'hui, demain, toujours, il s'agit de nous. Nous sommes dans ce que nous regardons ici et maintenant, derrière chaque vitrine qui reflète nos visages, chaque barrière qui contient nos corps. Nous sommes dans les cuillères en bois, les poupées, les verres d'absinthe, les marmites en fonte et les cordes solides. Nous sommes visiteurs et témoins, humains. Nous sommes le flux qui parcourt les pièces du château. Nous sommes la vie. Nous descendons de ceux-là et de celles-là qui sont devenus photos ou broderies. Ils sont là derrière chaque objet. Ils nous offrent l'exemple de la force patiente et du sang toujours renouvelé. Nous nous inclinons devant eux. Nous nous inclinons devant nous-mêmes, humains. Parce qu'un jour, nous serons l'ancien temps et les figures délavées dans les vitrines. Tout passe, mais tout perdure. Il y a de l'espoir, alors. Le peuple est patient. Le peuple est puissant, le peuple est savant, le peuple est vivant. C'est ce qui se dit dans les salles du musée de Champlit. C'est ce qui se raconte et se lègue entre nous. Nous? Nous, le peuple. Ah oui. C'est ce qui se lègue contre l'oubli, l'ignorance et toute tentative de négation de l'humain. De négation de nous.